BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et c'est Grégory Volokin qu'on retrouve après 20 minutes de cotation, précisément à Wall Street, le président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory. On a un nouvel indicateur qui vient de tomber après le rapport mensuel sur l'emploi tout à l'heure. Alors on avait un bon chiffre, un bon rapport sur l'emploi. Et là, que nous dit l'indice PMI des services? L'enquête auprès des directeurs d'achat dans le secteur des services, ça a l'air tout à fait correct pour le chiffre définitif, Grégory. Oui, c'est plus que correct. C'est d'abord très bon, à 59. On attendait moins. Il ne faut pas oublier que l'indice représente la vie de tous les acteurs du secteur des services, qui représentent 70% de l'économie américaine. C'est le 11e mois d'expansion pour cet indice. Donc je dirais que surtout les chiffres qu'on a eus ce matin rassurent sur la croissance aux États-Unis. Ça faisait quelques jours qu'on avait quelques craintes, pas forcément des craintes aux États-Unis, mais il y avait eu un tout petit peu décevantes, mais des craintes qu'en fait on importe un peu de faiblesse économique aussi bien de l'Europe que de l'Asie. Donc ici on voit que le moteur continue à bien tourner, en tout cas en ce qui concerne la croissance de l'économie. Bon, si on redit un petit mot du rapport mensuel sur l'emploi, on le rappelle, 248 000 créations de postes en septembre. Les chiffres de juillet et d'août sont révisés à la hausse. Le taux de chômage qui glisse sous les 6%, 5,9% au plus bas depuis juillet 2008. Le marché semble bien le prendre. Est-ce que néanmoins ça remet un petit peu de pression sur la Réserve fédérale américaine? Est-ce que ça relance des spéculations sur une Fed qui serait peut-être obligée d'agir plus vite que prévu? Est-ce que ça peut perturber un petit peu le marché à court terme ou pas du tout, Grégory? Puisque vous posez la question aussi franchement, je vous répondrai pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait, dans cette statistique, on voit que les salaires ne progressent pas. Vous savez que la grande crainte, c'est que l'inflation vienne des salaires. C'est toujours de là que l'inflation montre le bout de son nez en général. Donc là, sur le mois, il n'y a pas du tout de hausse des salaires, et sur l'année, c'est une hausse de 2%. Je dirais que c'est ça surtout que la Fed regarde, et même la Fed en retour peut se dire que elle est absolument pas obligée d'agir trop rapidement, que pour que l'économie continue à avoir une bonne vitesse de croisière, pour que la consommation augmente, que l'immobilier se reprenne, il faut absolument que tôt ou tard ces fameux salaires puissent augmenter aux États-Unis. L'effet de richesse, c'est très bien, le fait que les actions montent, c'est très bien, mais quand même pour 90% de la population, c'est pas vraiment ressenti tant que son salaire mensuel n'augmente pas, et c'est même pratiquement, je dirais, le grand débat maintenant aux États-Unis. On parle un peu de cette inégalité de la reprise. Le top 1% de la population gagne de plus en plus d'argent, mais l'Américain moyen, l'Américain comme vous et moi, en fait, lui, n'a pas du tout d'augmentation de ses revenus. Bon, et puis alors du côté des entreprises, là, une acquisition très intéressante qui a été signée par Warren Buffett, qui se lance dans le retail automobile, les concessions automobiles. C'est un gros concessionnaire qui est racheté par Warren Buffett, et l'analyse que vous en faites, Grégory, c'est de dire que Warren Buffett, à travers cette acquisition, est en train de pérenniser finalement l'existence de son groupe là. Oui, alors c'est assez simple à comprendre. En fait, il y a une théorie que le jour où Warren Buffett ne sera plus là, il faut pas oublier qu'il est quand même très âgé, la tendance des dirigeants de Berkshire Hathaway, le nom du groupe, sera de la séparer en plusieurs parties, en plusieurs branches d'activité. Alors que, avec l'acquisition qu'il a fait aujourd'hui, ou hier en fait, de ce concessionnaire automobile, ça montre qu'il tient vraiment non seulement à continuer l'expansion du groupe, mais surtout à augmenter les synergies à l'intérieur du groupe. Et je m'explique. Quand vous achetez un concessionnaire automobile et que vous êtes Warren Buffett, c'est pas pour vendre des voitures, ça n'intéresse absolument pas, mais c'est pour leur vendre et pour vendre aux acheteurs des assurances. Il faut savoir que Geico, qui appartient à Berkshire Hathaway, est le plus grand assureur automobile aux États-Unis et fait aussi beaucoup de financement automobile. Donc, à mes yeux, le fait que Warren Buffett, dans ses acquisitions maintenant, les lie directement à son activité d'assurance, montre qu'il pense que dans le futur, il y aura une pérennité de ce conglomérat et qu'il n'y aura pas une explosion en différentes composantes.
Ouais, très intéressant, effectivement, cristalliser effectivement ces activités de financement, d'assurance autour du secteur automobile pour assurer des synergies et la pérennité de son groupe. Voilà donc la stratégie de Warren Buffett. Tiens, un mot d'un autre dossier aussi qui nous intéresse particulièrement vu de France, hein, c'est l'offre d'Iliad, la maison mère de Free, sur l'opérateur américain T-Mobile. Alors la presse nous dit que Iliad serait prêt à élargir un petit peu son offre sans forcément relever le prix par action, mais en achetant plus d'actions, en prenant une participation plus importante que ce que le groupe a proposé initialement. Enfin, si on regarde l'évolution du titre T-Mobile, on n'a pas l'impression que le marché soit encore très convaincu à ce stade. Surtout le marché est surtout pas convaincu que l'offre, s'il y a une nouvelle offre de la part de Iliad, sera suffisante pour que Deutsche Telekom l'accepte. Donc ici, tout simplement, c'est que Niel ne veut pas vraiment perdre la face, donc il va revenir avec une offre supérieure, en tout cas au niveau du pourcentage d'actions qu'il va acheter. Il va pas remonter le prix et il sait très très bien que cette offre va être refusée et à ce moment-là, il pourra quitter ce dossier, je pense, la tête haute. Et en tout cas, c'est ce que nous dit le marché. Hein. Il ne faut pas oublier que l'offre qu'avait fait Niel était à $33. Le titre montre un discount de plus de 10% par rapport à cette offre, donc le marché n'y croit pas du tout en ce moment. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, depuis New York, chaque après-midi avec nous pour nous apporter ses commentaires, ses analyses sur ce qui fait l'actualité à Wall Street, les marchés américains qui le pouvoir et il continue d'appeler à la démission du chef de l'exécutif local. Une bonne nouvelle, présent sur le front de l'emploi aux États-Unis. Le nombre de postes créés en septembre a été supérieur aux attentes. Autre bonne surprise, le taux de chômage également, il est au plus bas depuis plus de 6 ans. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, lui salue ces chiffres et surtout un en particulier. Le plus positif de tous les chiffres, c'est ce qu'on appelle la participation des travailleurs, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le sous-emploi. C'est quoi le sous-emploi? C'est les gens qui ont des travails part-time, donc qui travaillent non pas à temps plein, mais peut-être à mi-temps. Et ce chiffre est en nette baisse. On était à 17% de la masse salariale qui travaillait à mi-temps, et là on n'en est plus qu'à 11,5%. Donc je dirais dans l'ensemble, tous les chiffres sont bons. Le seul bémol, c'est que les salaires ne progressent pas sur le mois et ne progressent que de 2% annuellement, ce qui n'est vraiment pas terrible. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Pierre Moscovici n'a pas vraiment réussi son examen de passage après avoir auditionné